Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui du Proche et du Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1918. Alors tout de suite une carte pour prendre conscience de la mesure de cette région. Alors donc Proche et Moyen-Orient, effectivement, on distingue généralement par l'expression de Proche-Orient les pays qui bordent la Méditerranée, qui apparaissent ici sur cette carte en orange. Hein, donc Turquie, Syrie, Liban, Israël et Égypte pour l'essentiel. Et puis les Français distinguent par l'appellation Moyen-Orient les pays qui se trouvent plus à l'est. Vous les voyez ici en rouge sur cette carte, à ceci près que l'Afghanistan, tout à fait à l'est ici, est parfois considéré comme faisant partie du Moyen-Orient, et puis parfois on ne l'inclut pas. Enfin, tout ça pour dire que les limites en sont incertaines. Et pour les anglo-saxons d'ailleurs, il n'est pas question de différencier Proche, Moyen-Orient, on parle du Middle East, avec des limites qui sont assez floues à l'est, hein, dans la conception américaine. C'est vrai que l'Afghanistan et parfois même le Pakistan sont intégrés au Grand Moyen-Orient. Dans tous les cas, au-delà de cette incertitude sur les limites, cette région, c'est avant tout, on va le préciser en introduction, un carrefour. Hein, donc Moyen-Orient, un carrefour, voilà, avant l'Extrême-Orient. Hein, qui désigne donc la partie vraiment orientale de l'Asie, et un carrefour qui est une position clé, hein, depuis très longtemps d'ailleurs, une position charnière qui a suscité l'intérêt des Anglais en particulier très tôt, hein, songez au canal de Suez. Vous savez, cette jonction entre la mer Rouge et la mer Méditerranée ici sur la carte, qui est inaugurée en 1869. Voilà, donc c'est un carrefour et en ce sens c'est un espace stratégique de longue date. C'est un carrefour puis c'est également un berceau. Hein, le Moyen-Orient parce que c'est le berceau de grandes civilisations, des grandes religions monothéistes. Quand on dit les grandes religions monothéistes, on entend le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui toutes trois sont nés au Moyen-Orient. Alors, ça veut dire que cette région est marquée par une très grande diversité ethnique et religieuse. Et puis les inégalités de traitement de ces communautés ont nourri de longue date de nombreuses tensions. Et puis c'est aussi, au-delà d'être un berceau et un carrefour, une région stratégique, voilà, stratégique, hein, ou plutôt on pourrait même dire un sous-sol stratégique en raison des réserves de pétrole. Hein. On estime que c'est à peu près les 2 tiers des ressources mondiales en pétrole et en gaz qui se trouvent au Moyen-Orient, et dès 1945, ça devient le centre de gravité de l'exploitation pétrolière mondiale. C'est un produit qui est essentiel aux économies occidentales au XXe siècle, d'où l'intérêt très particulier que les grandes puissances industrielles vont porter à la région. Et voilà pourquoi la problématique sur ce chapitre va s'orienter autour de l'influence qu'exercent dans cette région les grandes puissances du monde. On pourrait la formuler de la manière suivante, en clair, pourquoi les conflits au Moyen-Orient ont-ils une telle résonance au niveau mondial? Hein, on va insister sur cet aspect, la résonance mondiale de ce qui se passe dans cette région du Moyen-Orient, et on n'aura cesse tout au long de cette présentation de faire le lien, hein, entre la région du Moyen-Orient et puis le reste du monde qui s'y intéresse de très près. Bien, alors il n'est pas question évidemment de connaître par cœur tous les conflits de cette région depuis un siècle, hein, tant ils sont nombreux et extrêmement complexes. Alors ce qu'on va s'efforcer de faire déjà, c'est de présenter la situation de la manière la plus claire possible, bien que ce soit souvent difficile. On retiendra quelques exemples précis au cours de cet exposé, et puis on va porter un intérêt particulier à une question qui est emblématique de la région et puis qui traverse tout le siècle qui nous intéresse dans ce chapitre. Ce sont les tensions autour de la création d'un État juif en Palestine. Et donc on consacrera une sous-partie dans chacune des parties du plan qui suit à cette question juive en Palestine. Donc le plan, puisque j'en parle, c'est un plan chronologique classique, hein, on le dit, sur une question qui embrasse quasiment un siècle. Une première partie donc, qui nous mènera de la fin de la Première Guerre mondiale, de 1918 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc 1945. Hein. Dans la seconde partie, on va intituler le Moyen-Orient, on va étudier le Moyen-Orient pendant la période de guerre froide, hein, donc en gros 1945 à 1991, et puis la troisième partie s'intéressera à la situation depuis 1991 jusqu'à nos jours. Donc le grand 1,
hein, que l'on va intituler, pour cette période, donc 1918-1945, une région entre indépendance, au pluriel, donc entre indépendance et tutelle. Tutelle qui suppose que d'autres s'intéressent de près à ce qui s'y passe. Et dans le Grand A, nous allons voir la naissance de cette région avec la fin de l'Empire ottoman, lors de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc la fin de l'Empire ottoman dans ce Grand A. Puisque avant 1914, toute la région est intégrée à cet immense empire, mais ça ne l'empêche pas pour autant de subir l'influence déjà des grandes puissances de l'époque. La Grande-Bretagne est présente en Égypte et dans les Émirats du Golfe, et puis il y a également une concurrence des puissances européennes sur ce qu'on appelle la Terre Sainte, en référence au berceau du christianisme dans cette région de Palestine. Et dès 1916, la France et la Grande-Bretagne anticipent la chute de l'Empire ottoman, qui pendant la Première Guerre mondiale est allié de l'Allemagne, et se partagent en secret la région donc, du Proche-Orient. Une petite carte pour en juger. Voici une carte donc, qui présente cet accord secret, je le répète, conclu en 1918 par la France et la Grande-Bretagne, que l'on retiendra sous le nom des accords Sykes-Picot, du nom des ministres des Affaires étrangères britanniques, Sykes et Picot français, qui se partagent donc ce Moyen-Orient dans l'hypothèse d'une chute de l'Empire ottoman. Alors on voit ici sur cette carte toute la partie en verte qui correspond à la région sous l'influence française, et puis la partie en orange ici qui reviendrait aux Britanniques selon ces accords. Et tout cela est fait en promettant aux populations arabes qui occupent la région la création d'un grand État arabe à l'issue de la guerre. En fait, cet État arabe ne verra jamais le jour, mais il permet à la France et à la Grande-Bretagne d'avoir un soutien des forces militaires arabes dans la guerre contre les Ottomans. Cet empire ottoman donc s'effondre en 1918, mais la Turquie, vous voyez ici au nord sur la carte, qui était le cœur de cet empire, résiste aux décisions prises par les Européens à l'issue de la guerre, et il y a un leader turc qui va s'imposer, qui s'appelle Mustafa Kemal. Il faudra retenir son nom, Mustafa Kemal, ou alors retenez son surnom, il est plus connu parfois sous le nom de Atatürk, le père des Turcs, donc de la Turquie moderne, qui va reconquérir par les armes une partie des territoires perdus, et ce qu'on appelle l'Asie mineure, qu'on aperçoit ici sur cette carte, va revenir à la Turquie, c'est l'actuelle partie asiatique de la Turquie, donc, et finalement en 1923, il y a un nouveau traité qui va annuler le traité signé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qui est signé, qui s'appelle le traité de Lausanne, cette ville suisse, et qui confirme donc les frontières de cette nouvelle Turquie moderne, qui reconnaît donc l'existence de la Turquie, et cette Turquie va fonder une république sous l'influence d'Atatürk, fortement influencé par le modèle occidental. Donc voilà pour la Turquie. Par contre, pour le reste de cet espace, que se sont partagés Français et Britanniques par ces accords Sykes-Picot, eh bien, effectivement, ça va revenir directement sous l'autorité de ces deux pays. Et dans le grand B, on va préciser que cette région, justement, donc cette région se trouve, après la Première Guerre mondiale, sous mandat européen. Voilà, sous mandat DAT européen. Alors, en 1919, la Société des Nations, la SDN, qui vient de voir le jour, place les provinces arabes, anciennement sous la direction de l'Empire ottoman, sous mandat de la France et de la Grande-Bretagne. Alors un mandat, c'est pas exactement comme une colonie, puisque ces deux pays européens ont pour mission d'administrer ces régions et de les conduire vers l'indépendance. Voilà, c'est le sens précis de ce mot de mandat. Alors ça, c'est la théorie, mais la réalité est tout autre, puisque ces deux puissances mandataires donc gouvernent en opposant les particularismes religieux. On peut prendre l'exemple de ce que la France va faire dans cette région qu'on voit ici en vert, au nord du Moyen-Orient, où elle va refuser la création d'une grande Syrie en la morcelant. On voit sur cette carte que la France donc, va décréter en 1920 la création au sein de cette Syrie, par exemple, d'une région qui s'appelle l'État du Grand Liban, va créer aussi donc voyez, l'État de Syrie, l'État des Alaouites, donc une manière de diviser en clair pour me régner
tout aussi en réprimant durement les peuples qui se révoltent. En Irak, en Syrie, au Liban, les Français et les Britanniques ne vont pas hésiter à utiliser la force pour atténuer, ou du moins pour empêcher toutes les volontés d'indépendance qui s'expriment à cette époque. Et le pétrole que l'on commence à extraire autour du golfe Persique à cette époque explique en partie ce refus des indépendances. Finalement, seul l'Irak obtient son indépendance des Britanniques en 1932, donc Irak en 1932, ce qui ne va pas empêcher pour autant les Anglais de conserver des bases militaires dans ce pays. Donc l'administration européenne pendant la période d'entre-deux-guerres est à l'origine de très nombreuses tensions qui sont plus vives encore autour de la question d'un foyer national juif. On le disait, c'est un peu notre fil conducteur. Donc dans un grand C, on va voir un peu la naissance, l'essor d'un foyer national pour les juifs. Donc un foyer juif. À l'origine de cette idée se trouve une idéologie qu'on appelle le sionisme. Voilà, le sionisme qui naît au XIXe siècle et qui incite les Juifs à fuir l'antisémitisme et à fonder leur propre État en Palestine. Pourquoi en Palestine? Parce que c'est le foyer originel de ce peuple au début de l'ère chrétienne. Et cette idéologie du sionisme va être encouragée par le soutien britannique, puisqu'en 1917, donc avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, on disait que les Britanniques sont très présents dans cette région, il va y avoir la déclaration du ministre Balfour, Lord Balfour, donc on retient ça sous le nom de la déclaration Balfour, en 1907, qui dit très simplement que les Anglais promettent la création d'un foyer juif dans cette région. Et donc cette déclaration va encourager des vagues d'immigration des Juifs vers la Palestine. Regardez ce petit tableau. On y précise donc de manière numérique cette immigration des Juifs. Vous voyez qu'en 1922, il y a à peu près donc 84 000 Juifs qui sont déjà installés en Palestine. La colonne précédente, vous voyez, indique le nombre de Palestiniens, donc de population arabe, qui sont présents sur ce territoire. Donc le rapport est très nettement déséquilibré en faveur des Palestiniens. Vous voyez la dernière colonne, donc les Juifs ne constituent que 11,2% de la population. Et tout au long de la période, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit que la population juive ne cesse d'augmenter par des vagues de migration successives, 175 000 en 1930, à la fin de la Seconde Guerre mondiale 600 000, 2 ans plus tard on est à 650 000, et vous voyez que les Juifs représentent donc à l'issue de la Seconde Guerre mondiale près d'un tiers de la population totale de ce territoire. Mais il y a aussi plus d'1 million à la même époque de Palestiniens, et ces populations palestiniennes, je le disais, d'origine arabe, fait que les pays arabes voisins, tous les Arabes de la région en général, refusent la création de cet État. D'ailleurs, les Palestiniens, pendant l'entre-deux-guerres, vont se révolter à plusieurs reprises, et de 1936 à 1939, il va y avoir donc ces révoltes palestiniennes qui vont être durement réprimées par les Britanniques, qui donc sont mandatés sur cette région. Voilà, donc le problème reste entier, mais on notera bien que, je répète, la population juive ne cesse d'augmenter dans la période d'entre-deux-guerres dans cette région. Alors, on passe maintenant à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, au grand 2 de cette présentation. Alors, on va revenir avec du blanc, ce sera mieux. Voilà. Toc. Donc, grand 2, on le disait, le Moyen-Orient dans la guerre froide. Voilà, donc 1945, en gros, jusqu'à 1991. Et puis on va voir tout de suite dans la première partie que cet espace du Moyen-Orient est un espace d'affrontement entre les deux grands. Un espace d'affrontement entre les deux grands, c'est-à-dire bien sûr entre les États-Unis d'un côté et l'URSS. Parce que la situation est modifiée après la guerre par le retrait des Européens et la fin des mandats, puisque la France évacue ses troupes de Syrie et du Liban en 1946, et à la même époque, les États-Unis et l'URSS font de la région donc cet espace d'affrontement. En 1947, le Congrès américain vote une aide à la Turquie, c'est un exemple qu'on peut retenir de cette influence, 1947, aide américaine à la Turquie.
de la même manière qu'elle va financer l'armée iranienne, c'est-à-dire deux pays qui sont limitrophes avec l'URSS, hein, la Turquie et l'Iran, c'est-à-dire que cette politique d'influence américaine dans la région s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le containment, hein, la politique d'endiguement menée au début de la guerre froide par les États-Unis. Et dans les années 1950, hein, l'Égypte et la Syrie vont se rapprocher de l'URSS. Voilà deux exemples précis qu'on peut retenir, hein. Égypte d'un côté, Syrie de l'autre, qui donc sont proches de l'URSS, tandis que de son côté, des pays comme la Jordanie, ou comme l'Irak, voilà, ou encore comme l'Arabie Saoudite, vont dans le même temps se rapprocher du camp américain. Voilà, proche des États-Unis à la même époque. Bien, c'est à la même époque également que va naître dans cette région du Moyen-Orient une nouvelle idéologie que l'on va qualifier de pan-arabisme. Voilà. Pan-arabisme, c'est aussi une notion importante de ce chapitre. On va dire du pan-arabisme qu'il s'agit d'un mouvement politique qui vise à unifier l'ensemble des populations arabes de la région. Et ce mouvement, il est incarné pendant un long moment par le dirigeant égyptien qui s'appelle le colonel Nasser, N-A-2-S-E-R, qui, par ce mouvement, cherche à échapper au monde bipolaire, hein, à se démarquer des États-Unis et de l'URSS. Voici une image de ce dirigeant à la une du supplément dominical d'un quotidien italien. Parce que cette image, vous voyez, présente, c'est peut-être pas très lisible hein, sur le document, comment en 1956 Nasser va décider de manière unilatérale de la nationalisation du canal de Suez. On en parlait en introduction, un canal creusé par les Français et par les Anglais et les Français d'ailleurs aussi, et administré depuis par ces mêmes Européens, et donc Nasser, de manière unilatérale, décide que dorénavant, ce canal sera sous la souveraineté égyptienne, et donc cette décision est à l'origine d'une courte guerre qui va opposer l'Égypte à une coalition composée de la France, de la Grande-Bretagne, d'Israël. C'est une guerre qui est très vite arrêtée sous la pression des deux grands, mais d'abord qui est révélatrice des tensions et puis de l'influence des grandes puissances dans cette région, et puis également du prestige hein, de ce leader Nasser qui incarne pendant ces années 50 la fierté de ce monde arabe du Moyen-Orient. Alors ça ne va pas empêcher hein, pendant cette période des guerres à répétition qui vont se dérouler dans la région. Ce sera l'objet ici du grand B, hein, où on va prendre quelques exemples de ces guerres à répétition qui font hein, de ce Moyen-Orient une zone de conflit. Alors il y a d'abord les guerres israélo-arabes, hein, on étudiera la question de manière un petit peu plus détaillée dans le grand C, donc les guerres qu'on appelle israélo-arabes pendant cette période qui vont se succéder hein, de 1947 à 1973. Il y a 4 guerres hein, qui se soldent à chaque fois par la victoire de l'État d'Israël. Parmi ces 4 guerres, on peut retenir la guerre des 6 jours en 1967. À titre d'exemple, donc guerre des 6 jours, donc, qui se déroule en 1967 et qui va s'accompagner de gains de territoire pour Israël. Et on peut également citer la guerre du Kippour, du nom d'une fête religieuse juive. Donc la guerre du Kippour en 1973, et il s'agit ici d'une guerre qui est à l'origine du premier choc pétrolier. Néanmoins, au-delà de ces guerres, eh bien, l'Égypte, en 1978, va faire la paix avec son voisin israélien. Hein, donc en 1978, des accords de paix sont signés, qu'on appelle les accords de Camp David. On voit sur cette image la signature de ces accords de paix avec les leaders égyptiens à gauche, Sadat, et le leader israélien à droite, et au milieu, ici, le président américain, vous voyez les 3 drapeaux en arrière, qui est à l'origine de ces accords et de ce dialogue entre ces 2 pays qui sont des ennemis héréditaires. Donc l'Égypte reconnaît Israël, l'accueil de ces accords est enthousiaste en Occident et puis montre aussi l'influence hein, des grandes puissances dans la région.
Cet accueil est beaucoup moins enthousiaste dans les autres pays de la région, hein. Et d'ailleurs, il y a d'autres conflits, hein, qui ensanglantent la région à cette époque. À titre d'exemple, on peut retenir à partir de 1975 le Liban, voilà, qui s'enfonce dans une guerre civile entre les communautés chrétiennes et musulmanes présentes sur son sol. C'est un conflit qui va être attisé également par les interventions du voisin syrien en 1976 et d'Israël en 1982. Vous voyez, tout ça montre les imbrications, hein, de ces conflits très compliqués qui se déroulent dans la région. Autre exemple, en 1979, avec l'Iran, donc un petit peu plus à l'est, un pays où se déroule une révolution qui va établir un État islamique dans ce pays, en renversant un dirigeant qui était proche des États-Unis. Et l'année suivante, ce nouveau régime entre en guerre contre son voisin irakien. C'est une guerre, donc la guerre Iran-Irak, qui va durer de 1980 à 1988, qui va faire près d'1 million de morts, sans aucun gain de part et d'autre, mais en tout cas qui est bien révélatrice des tensions qui existent dans la région pendant cette période de guerre froide. Et puis, hein, on y revient, dans cette période également se pose toujours donc la question palestinienne, autour de la création d'un foyer juif sur cette terre de Palestine. Alors, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, on se souvient que, hein, Lord Balfour avait promis la création de cet État juif, va confier cette question à l'ONU, et l'ONU va adopter un plan de partage de la Palestine en 1947. Donc ça, il faudra le retenir. 1947, un plan de partage de l'ONU, partage donc entre les Juifs d'un côté et les Palestiniens de l'autre, puisque cette question israélo-palestinienne tourne effectivement autour d'une terre pour deux peuples. Mais ce plan est refusé par les Arabes de Palestine et par les pays voisins. Et pour autant, l'État d'Israël va être proclamé par les Juifs en 1948, hein, donc vous retiendrez aussi cette date parce que 1948 c'est la création officielle de ce foyer national juif, donc qui prend le nom d'Israël. Mais ça se fait dans un contexte excessivement tendu qui dégénère très vite vers la guerre. Et à l'issue de cette guerre, au cours de laquelle les Israéliens vont agrandir déjà le territoire tel qu'il avait été partagé par l'ONU, eh bien 700 000 Palestiniens vont s'enfuir ou vont être expulsés et se réfugient dans les États arabes voisins, où ils sont d'ailleurs souvent mal accueillis. Il y a un tournant en 1967 à l'occasion de cette guerre des 6 jours qu'on évoquait précédemment, puisque avec cette guerre, il va y avoir une très forte extension des territoires israéliens. Vous voyez sur cette carte, hein, que tous les parties qui apparaissent ici en rouge, donc la bande de Gaza, une région qu'on appelle ici la Cisjordanie, à l'est d'Israël, et puis un petit peu au nord, ici à la frontière avec la Syrie, le plateau du Golan, vont être, suite à la victoire israélienne, vont passer sous le contrôle d'Israël. Et cela explique l'essor d'un mouvement qui va lutter pour la création d'un État palestinien. Donc à partir de 1967, l'Organisation de libération de la Palestine, qui était né dès 1964, mais à partir de 1967, il va passer sous le contrôle des organisations combattantes palestiniennes, hein, qui officiellement choisissent la voie des armes pour obtenir la création de leur État en réponse à ces territoires occupés par Israël. Et l'OLP va utiliser l'arme du terrorisme, hein, comme c'est le cas par exemple en 1972 lors des Jeux Olympiques de Munich, hein, où des terroristes de l'OLP, hein, donc lors de ces JO de Munich, vont prendre en otage des athlètes israéliens. Et certains vont être tués par ce commando terroriste palestinien. Et puis l'OLP mène aussi des actions de guérilla contre Israël depuis les pays voisins où sont réfugiés de nombreux Palestiniens, le Liban en particulier. L'intensité de ces tensions est illustrée également par la révolte des populations palestiniennes qui vivent dans ces territoires occupés qu'on citait à l'instant, de Gaza, de la Cisjordanie en particulier, où à partir de 1987 va être déclenché un mouvement de protestation qu'on appelle l'intifada, qui littéralement signifie la guerre des pierres, c'est-à-dire que ces Palestiniens, hein, de ces territoires occupés vont se révolter contre les populations israéliennes avec les armes à leur disposition, c'est-à-dire très peu et souvent par des jets de pierre. Alors ici la guerre froide joue un rôle secondaire, hein, mais le soutien apporté par les États-Unis à Israël de manière souvent indéfectible
continue à montrer l'influence occidentale dans la région. Et c'est une influence qui ne va pas cesser avec la fin de la guerre froide. C'est ce qu'on va voir maintenant dans le Grand 3. Après 1991, eh bien, la région reste toujours sous tension. Donc ce Grand 3, donc après 1991, une région toujours sous tension. Voilà. Donc région toujours sous tension jusqu'à nos jours. On va voir d'abord dans le Grand A que les États-Unis continuent après 1991 à jouer un rôle majeur. On va d'ailleurs dire à propos des États-Unis qu'ils sont, entre guillemets, les gendarmes de la région après la fin de l'URSS. Donc gendarmes de la région, et ce Grand A va nous permettre de nous intéresser plus précisément à cette influence exercée par les États-Unis, puisque donc la fin de la guerre froide marque la fin des oppositions systématiques entre les États-Unis et l'URSS à l'ONU en particulier, et cela va permettre une intervention internationale au Moyen-Orient en 1991, ce qu'on appelle généralement la guerre du Golfe, ou parfois même la première guerre du Golfe. Donc guerre du Golfe en référence au Golfe avec un E, un arabo-persique qui borde cette région. Pourquoi cette guerre? Eh bien, parce que elle fait suite en 1990 à l'invasion du Koweït, ce petit pays proche de l'Arabie Saoudite, par son grand voisin irakien. Je vous montre une image tout de suite qui illustre cette intervention des gendarmes du monde. C'est la couverture de Time Magazine, un magazine américain qui présente l'entrée des soldats américains dans la ville de Koweït le 27 février 1991, donc qui marque l'issue de la guerre et le retrait sous la contrainte de l'armée irakienne. Cette opération est donc conduite par les États-Unis, même si elle se déroule sous l'égide de l'ONU. Vous voyez le drapeau sur cette image qui illustre bien le rôle déterminant joué par les États-Unis. Cela se déroule sur fond d'intérêts pétroliers évidents, puisque le Koweït est un petit pays, mais qui dispose de réserves immenses de pétrole. Et néanmoins, cette intervention, elle doit inaugurer un nouvel ordre mondial, comme l'appelle le président Bush à l'époque, qui est fondé sur le respect du droit international et des droits de l'homme. Mais pour autant, les États-Unis qui soutiennent Israël et les régimes autoritaires du Golfe, l'Arabie Saoudite en particulier, ou l'Égypte, s'imposent comme le gendarme de la région, et cela va renforcer les manifestations anti-américaines au Moyen-Orient. Il y a en particulier un courant radical qui va s'illustrer dans cette opposition, qui s'appelle l'islamisme. Pardon. Donc l'islamisme, qui rejette l'influence occidentale et le soutien à Israël. Et c'est un courant qui est porté par un mouvement en particulier qu'on appelle le mouvement Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda, qui signifie la base en arabe, qui est un mouvement donc avec une figure très connue qui est Oussama Ben Laden, mais on peut également citer le Hezbollah, le Hezbollah, B-O-2-L-A-H, qui lui se situe au sud du Liban et qui est un mouvement également sur des bases religieuses radicales, islamisme, qui est soutenu par l'Iran, de la même manière qu'en Palestine se développe un autre mouvement un peu du même ordre qui s'appelle le Hamas, et cette contestation de l'influence américaine dans la région va culminer bien sûr avec les attentats du 11 septembre. La lutte contre le terrorisme et le soupçon, infondé d'ailleurs, que l'Irak détient des armes de destruction massive servent de prétexte à une intervention américaine en 2003 en Irak. Donc autre exemple de cette présence américaine. 2003, ce qu'on appelle parfois la seconde guerre du Golfe, c'est l'invasion de l'Irak par les troupes américaines, avec en arrière-plan la volonté de redessiner un grand Moyen-Orient sous influence américaine. C'est une intervention qui consacre l'unilatéralisme des États-Unis, souvenez-vous du terme, la seule puissance qui est réellement active au Moyen-Orient, dont les ressources lui sont indispensables. Pendant cette période post-guerre froide, nous allons voir maintenant dans le grand B que le conflit entre Israël et la Palestine, loin de s'atténuer, va même s'enliser. On va parler donc de l'enlisement du conflit israélo-palestinien après 1990. Donc israélo-palestinien. Une photo tout de suite.
Photo que vous connaissez déjà, hein, qui illustre donc la signature de ce qu'on appelle les accords d'Oslo en 1993, hein, même si cette photo est prise à Washington. Ces accords d'Oslo de 1993, où l'on aperçoit de part et d'autre du président américain Bill Clinton, Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat, hein, donc ici c'est Rabin, je répète, avec 2 B, voilà, et Yasser Arafat qui est le leader historique de ce mouvement, hein, dont on parlait tout à l'heure, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Et on voit sur cette image, une fois de plus, hein, la présence d'un président américain, donc Bill Clinton, qui montre bien l'influence très importante des États-Unis dans cette région. Alors, cette date de 1993 avec les accords d'Oslo, c'est un espoir immense, hein, puisque chacun des 2 partis, israélien d'un côté, palestinien de l'autre, accepte de reconnaître son adversaire. Et ces accords doivent déboucher sur la création d'un État palestinien. Mais le processus va s'enliser avec l'assassinat, peu de temps plus tard, du Premier ministre Yitzhak Rabin et le retour en Israël d'un gouvernement qui va durcir ses positions. Et cela va entraîner une reprise des hostilités avec une montée en puissance du mouvement Hamas, dont on parlait tout à l'heure, qui lui prône la destruction pure et simple d'Israël. Alors, à défaut d'un État, il existe bien, suite à ces accords d'Oslo, ce qu'on appelle une autorité palestinienne, hein, qui dirige la bande de Gaza et la Cisjordanie, mais pour autant, les tensions restent très vives dans la région. Il y a en 2000 ce qu'on appelle la deuxième intifada, hein, c'est-à-dire donc à nouveau une révolte des populations palestiniennes qui sont sur le territoire d'Israël, car les implantations de colonies juives dans les territoires palestiniens se poursuivent, ces territoires qui, selon les accords d'Oslo, devaient revenir aux Palestiniens, hein, et les Juifs continuent à construire des habitations à destination des populations israéliennes juives. Et puis il y a également des interventions militaires de la part d'Israël au sud du Liban en 2006, hein, donc intervention au Liban en 2006, pour lutter contre les Palestiniens qui sont réfugiés et qui se battent contre Israël. Il y a également une intervention militaire dans la bande de Gaza de la part d'Israël en 2009 qui montre bien, hein, que les tensions restent très vives. En représailles à ces attaques israéliennes, eh bien, les Palestiniens commettent des attentats en Israël, et c'est une situation qui perdure aujourd'hui, hein, avec toujours la poursuite de la colonisation, du terrorisme régulier en représailles des Palestiniens, une situation qui semble aujourd'hui complètement bloquée, et les tensions restent très très vives dans ce problème entre Israéliens et Palestiniens. Et puis, au-delà de la question israélo-palestinienne, hein, ce qu'on va mettre en évidence dans le Grand C, c'est que la région dans son ensemble reste toujours sous très haute tension. Hein, c'est le titre du Grand C, une région, au-delà donc de l'intervention américaine, de la question israélo-palestinienne, une région toujours sous haute tension. Et on va prendre quelques exemples pour justifier de cette affirmation à propos du Moyen-Orient. L'interventionnisme occidental continue à attiser les tensions dans la région. Hein, l'islamisme politique progresse dans les années 2000 en Irak, dans les territoires palestiniens, au Liban. Les attentats se multiplient aussi bien en Irak qu'au Yémen ou au Liban. La volonté de l'Iran également de se doter de l'arme nucléaire déstabilise encore plus la région. Les tensions religieuses y restent très vives, y compris et surtout même entre les 2 branches principales de l'islam, les sunnites et les chiites. Et puis, par ailleurs, donc, se déroule ce qu'on appelle le printemps arabe, à partir de 2010, depuis la Tunisie. Donc le printemps arabe, alors la Tunisie ne fait pas partie du Moyen-Orient, mais ce mouvement de contestation et de révolte va se répandre dans la région, donc y compris au Moyen-Orient, c'est-à-dire d'un soulèvement populaire, hein, contre les régimes autoritaires qui demandent plus de démocratie. Donc c'est vrai dans des pays comme l'Égypte, à partir de 2011, c'est vrai dans un pays comme le Yémen, et puis également des mouvements de protestation sur la même forme qui se déclenchent en 1991 en Syrie. Et dans ce dernier pays, le régime cherche à se maintenir au pouvoir et au prix d'une répression sanglante. Des groupes extrémistes, en particulier celui que l'on nomme donc l'État islamique, profite du désengagement des États-Unis
en Irak à partir de 2008, pardon, et puis ils vont profiter également de ce chaos syrien pour imposer une vision radicale de la politique par la terreur. Et donc c'est la dernière chose à noter, que le désengagement des États-Unis depuis l'élection de Barack Obama en 2008, donc ce désengagement d'Irak, mais aussi de la question palestinienne, n'a pas, et loin de là, résolu les problèmes de cette région. Et oui, ainsi en conclusion, c'est une région qui révèle toute la complexité d'abord des enjeux locaux et puis de la diplomatie internationale. Hein, au-delà des tensions multiples qu'on a exposées, on voit aussi à l'œuvre dans cette région des efforts constants en faveur de la paix. Et puis, si les grandes puissances sont toujours présentes dans la région, je pense à la Russie en particulier, avec son intervention récente en Syrie, on voit que c'est encore un lieu de crispation mondiale et que les hésitations de la communauté internationale, de l'Europe par exemple, mais aussi donc des États-Unis, montrent toute la complexité de ces situations, d'héritage non soldé et puis de nouvelles tensions dans un contexte de la montée des fondamentalismes religieux, et puis de la part de ces puissances étrangères, la peur en intervenant d'enflammer ce qu'on peut appeler, et c'est un mot tout à fait adapté pour la conclusion, ce qu'on peut appeler hier comme aujourd'hui la poudrière moyen-orientale.